Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette review consacrée au chapitre 1162 de One Piece. Alors, je préfère vous prévenir, il y a tellement de choses à dire qu'on va s'y mettre sans plus tarder. Du coup, faut qu'on parle. Alors, le chapitre démarre avec une victoire de l'équipage de Roger, qui, par le biais de Red Light, a pu sortir Shaki des griffes des raclures divines. Bon, là on a un échange entre les deux, et je me suis posé la question, à savoir s'il allait lui faire part de ses sentiments, ou si Shaki a juste remarqué que Red Light avait une demi-molle. Ouais, on est d'accord. Et c'est après avoir accepté leur défaite que l'équipage de Rox décida de se concentrer essentiellement sur les trésors. Et ça, je trouve que c'est un point à mettre au crédit de cet équipage, puisque malgré le foutoir qu'ils ont pu causer dans le monde, ils n'en restent pas moins bons joueurs et préfèrent lâcher la grappe à Shaki et privilégier les prix en guise de lot de consolation. Ensuite, on a cette fameuse scène que l'on a déjà pu voir dans le flashback de Kuma durant l'arc Egghead, et où ce dernier et Ivankov s'emparent de fruits du démon, avant que ce dernier, cette dernière, se fasse chaparder le sien, la sienne par Lin-Lin, et dont celle-ci se le fait, à son tour, chaparder par Kaido. Alors, j'ai rien de bien grave à dire par rapport à cette partie de l'histoire, mais j'aimerais revenir sur ces scènes un peu plus tard. De son côté, Garp taille le bout de gras avec Sengoku et s'interroge sur ce qui se passe réellement sur cette île. Bon, je peux me tromper, mais d'après moi, lorsque Sengoku évoque un homme qui a disparu de la marine après avoir fait part de ses doutes, il fait probablement référence à Dragon, qui semble être le seul membre de la marine à s'être sorti les doigts du cul et à avoir pris l'initiative de venir en aide à la population de God Valley. Et malgré le fait qu'on ait un Garp qui ouvre enfin les yeux et prend conscience que le vrai problème était bien pire que la présence de pirates sur cette île, je me suis dit merde, on aurait pu avoir un affrontement entre un père et un fils, et notamment Dragon qui reprochera à Garp d'avoir donné trop d'importance aux pirates aux dépens de la survie de toute une population. Cependant, il n'est pas impossible que l'on ait ce genre de scène prochainement, étant donné que même si les deux sont conscients des atrocités qu'il y a sur God Valley, Garp pourrait taper du poing sur la table et tenir tête à Dragon en mettant en avant son devoir en tant que vice-amiral et tenter de le dissuader de faire s'ébruiter ce qu'il s'est passé, sous peine de s'attirer les foudres des dragons divins. Il est temps de s'intéresser à présent au cas Xebec. Alors, la manière dont il est introduit dans ce chapitre est assez classique. En effet, on assiste à une course-poursuite avec un dragon divin et plus précisément Saint Garling, pourchassant le capitaine des Rox, portant à son épaule Eris, sa femme, et leur fils Teach. Alors que ce soit dans le cinéma ou autre, on assiste souvent à ce genre de mise en scène, où l'on découvre directement les conséquences sans même passer par la case cause. Et généralement, cette manière de procéder permet de se demander ce qui a bien pu se passer pour en arriver là. Néanmoins, dans cette scène, il n'y avait pas vraiment de raison d'ajouter une explication, étant donné qu'on est conscient que la raison pour laquelle le chevalier divin poursuit Xebec, en dehors du fait que ce soit un pirate, c'est qu'il tente de sauver des membres du clan Devi. Et à l'image d'Ida et Shaki, Oda met à nouveau en avant cette volonté d'indépendance de la femme. Notamment lorsque l'on voit Eris qui tente de convaincre son mari de se séparer et de la laisser seule protéger leur fils. Je vais vous dire à présent pourquoi il était essentiel à mes yeux de montrer ce qui s'est passé plus tôt. Et pour cela, revenons sur ce que je disais à propos de ces pages centrées sur Kuma et Lin-Lin, entre autres. En fait, j'ai trouvé ça plutôt dommage d'avoir mis autant de cases pour raconter ça aux dépens du reste. Certains diront que j'exagère, qu'il n'y a pas tant de cases que ça, et que ça permet de nous resituer dans le contexte et voir si les informations que l'on nous a données dans les précédents chapitres concordent bien avec ce qu'on a là. Certes, je suis d'accord, mais imagine un peu, si à la place de ça, on avait eu cette scène où Xebec retrouve sa femme et son fils, et que là, avant l'intervention de l'autre chevalier divin, t'as un échange entre le père et sa progéniture. Alors gamin, tu connais pas la dernière? J'ai croisé un géant. Même qu'après qu'on soit devenus les meilleurs amis du monde, on s'est foutu sur la gueule. Et là t'as Xebec qui te lâche le fameux Bon, je le fais très mal, mais t'as reconnu Barbe Noire. Bon, je te l'ai vendu ou pas la salade? Non. Blague à part, ce que je veux dire, c'est qu'on nous a lâché l'info, il y a quelques chapitres de cela, comme quoi Xebec était le père de Teach, et même pas on a droit à un échange. Surtout qu'étant donné la situation, et en prenant en compte la séparation qu'il y a eu entre Xebec et sa femme, il est très peu probable qu'on ait une scène de retrouvailles, ne serait-ce que brève. Par contre, on a droit à une petite scène, où Teach lâche une petite larmichette, après avoir vu son père trancher l'île en deux pour leur permettre, lui et sa mère, de fuir. Sinon, j'aimerais également ajouter à cela que l'affrontement entre Xebec et Saint Garling a eu lieu hors champ. Voilà. Non, mais on parle juste des paternels respectifs de Teach et Shanks. Merde, quand même. Bref, tout ça pour dire que j'ai parfaitement compris qu'il est parfois nécessaire de faire des sacrifices pour éviter que les choses traînent trop en longueur, et selon moi, le fait de précipiter autant les choses, c'est aussi une manière de montrer qu'étant donné la situation, les choses s'accélèrent sur God Valley, un genre de course contre la montre.
D'ailleurs, en parlant de Teach et Shanks, j'ai bien aimé ces deux cases qui ont été mises en opposition où l'on peut voir Dragon et Aerys fuir, et qui donnent l'impression qu'ils prennent une voie complètement différente, à l'image de la voie que prendront plus tard ces futurs pirates que sont Barbe Noire et Shanks le Roux. Ceci étant dit, et pour rester du côté de Xebec, on a pu apprendre que parmi le clan Davy se trouvaient son père et sa grand-mère, changés en démons, à l'image des géants d'Elbaf, ce qui souligne la présence d'Immu. Et sans transition, on a Immu qui débarque sur l'île en se servant de Saturne, comme il le fera beaucoup plus tard avec Gunko. Ce qui attira forcément l'attention d'un Roger agréablement surpris, d'un Garp totalement dépassé et d'un Xebec qui annonce la couleur. Alors là, tu vas arrêter de faire tout ce que tu faisais depuis 3 plombes. Et tu vas m'écouter attentivement. On a une scène où t'as Xebec accompagné de Barbe Blanche et de Kaido, qui font face à Immu. On nous annonce du lourd. Du très très lourd. Bref, en conclusion, je dirais qu'autant j'étais super joyeuse de voir que ce que j'attendais des chapitres à venir prenait forme, autant, vous l'aurez compris, j'ai ressenti une certaine frustration. Il n'empêche que je trouve ce chapitre vraiment cool. Et je vais même aller jusqu'à dire qu'à mes yeux, et après relecture, il a clairement le potentiel de faire partie des meilleurs chapitres que j'ai pu lire dans ce flashback. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des prochains lives et reviews. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!